Bonjour à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'ustensiles de cuisson durables, voire éternels, que j'utilise soit depuis longtemps, puisqu'il y en a certains que j'utilise depuis 20 ans, et puis d'autres que j'utilise depuis un petit peu moins longtemps, depuis 1 ou 2 ans. Mais j'ai quand même utilisé tous les ustensiles dont je vais vous parler, donc j'ai quand même une bonne expérience dessus. Alors on commence par voir un petit peu tout ce que j'ai mis sur ma table. Et ensuite, je vais vous présenter ustensile par ustensile et vous dire comment je les utilise, leurs défauts, leurs avantages. Voilà, on voit ça juste après la présentation rapide de ma jolie table d'ustensiles de cuisson. Alors voilà ma table avec tous mes ustensiles de cuisson, quasiment tous, ceux que j'utilise le plus. Voilà. Ça en fait beaucoup. Évidemment, je ne vais pas tout utiliser au quotidien. Après, j'ai acheté tous ces ustensiles pour pouvoir tester les différentes matières. On a 3 matières, l'inox, la fonte et le fer. Donc la fonte, c'est ce qui est noir. Ça, c'est en fonte. Là, si j'enlève le couvercle, on va voir que c'est en fonte. Ça, c'est en fonte aussi. Ce qui est en fer, voilà, ça c'est en fer, couleur un peu marron. Ça c'est une poêle en fer qui a été culottée, c'est pour ça que c'est noir au fond, c'est normal. Et puis tout ce qui brille, c'est en inox. Ici on a une petite poêle en inox. Voilà, on a le grand frère, j'en ai une plus grande que j'ai pas mise sur la table. Ensuite, de ce côté-ci, on a une sauteuse en inox. Alors voilà, donc j'ai sauteuse en fonte et sauteuse en inox, c'est la même taille. Ce qui est pas mal, c'est que du coup le couvercle on peut utiliser pour les deux, donc ça c'est plutôt pratique. Après ici j'ai une cocotte en fonte bien lourde, voilà, ça c'est de la fonte émaillée je crois. Après j'ai un cuiseur vapeur de base qui m'a permis de faire les tests pour comparer avec le vitaliseur, coucou le reflet, avec le vitaliseur de Marion. Voilà, donc comme ça j'ai pu comparer les différents modes de cuisson. Et puis en dessous, juste à côté, j'ai un tout petit cuiseur vapeur de la marque Baumstahl. Voilà, tout petit cuiseur vapeur. Alors si on regarde un petit peu de profil, on va voir qu'il est tout petit. Il atteint à peine le niveau de la marmite du vitaliseur de Marion. Voilà. On va faire le tour. Donc là, ce qu'il y a ici, ça c'est une crêpière. Je vais en parler dans quelques instants. Ça c'est une poêle à frire. Et puis ce qu'on a de ce côté-ci, ce sont les ustensiles de la marque Warm Cook Ecovitam. Donc ça aussi, je vais détailler un petit peu après pour faire une cuisson douce à l'étouffée. Voilà. Et là c'est le même. Donc il y a deux fait-tout. Ça c'est le petit modèle. Celui d'avant c'était le grand modèle. Et puis ça c'est une sauteuse. Voilà, une petite sauteuse. Donc du coup j'ai différentes tailles qui me permettent de cuisiner en fonction des quantités que je vais cuisiner. Je peux adapter la taille. Et j'ai oublié encore un ustensile. Là aussi je vais en parler après. C'est mon cuiseur vapeur Baumstahl que j'ai depuis plus de 20 ans. Donc c'est super pratique. Voilà un petit peu tout ce dont je vais parler dans quelques instants. Ça c'est juste une petite présentation pour voir un petit peu la table avec tous ces ustensiles qui sont des ustensiles durables. C'est le gros avantage par rapport aux ustensiles jetables comme les poêles Tefal. Et en dessous de la table, il y a une marmite. C'était pas prévu de la montrer. Il y a de la confiture de prunes qui va être mise en bocaux ce soir pour une 3e cuisson. Voilà, c'était la surprise du chef. Bon voilà, on se retrouve tout de suite pour la présentation de chaque ustensile
et pour voir un petit peu comment utiliser, quels sont les avantages des uns et des autres, quels sont les défauts éventuels. Alors comme je viens de vous le dire, on a 3 types de matériaux, on a la fonte, l'inox et le fer. Et on va commencer par le fer. Donc voici une poêle en fer. Les personnes qui sont habituées à avoir des poêles nickel, ça ne va pas leur convenir parce qu'on ne peut pas nettoyer une poêle en fer comme on nettoie une poêle Tefal, tout simplement parce que c'est du fer, que le fer il rouille. Alors ces poêles en fer, ça n'a rien à voir avec l'aluminium, hein. Ça pèse, c'est lourd, c'est même très lourd, la grande poêle elle est vraiment lourde. Et quand on n'est pas habitué, tenir à bout de bras comme ça, forcément c'est pas évident. L'avantage c'est que ça permet de faire les muscles. Et puis avant dans les campagnes, les femmes ou les grands-mères, elles n'avaient que des ustensiles comme ça et elles arrivaient parfaitement à les soulever, elles étaient habituées. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est habitué à des choses de plus en plus légères, de plus en plus pratiques entre guillemets, qu'on n'est même plus capable de soulever une petite poêle en fer. Voilà, c'est un peu dommage. Alors, cette poêle en fer, on l'utilise à quoi? C'est une poêle à frire. Donc c'est pas pour faire cuire à l'étouffée, c'est pas pour faire cuire à la vapeur, enfin avec un couvercle. L'utilisation c'est vraiment frire. Donc celle-ci elle est faite pour faire par exemple des œufs sur le plat. Et comme vous pouvez le voir, elle luit. Il y a même de l'huile qui... Bon là on a mis un peu trop d'huile, on pourrait l'enlever un petit peu, enlever un petit peu l'excédent. Mais une poêle en fer, il faut la culotter. La culotter, ça veut dire vous la mettez sur le feu, à feu vif, avec de l'huile, et cette huile, alors un petit peu d'huile, et vous allez la faire brûler en fait cette huile. Vous allez faire chauffer pendant plusieurs minutes, et vous allez la faire brûler. Il va y avoir des vapeurs d'huile, et il y a un dépôt qui va se déposer sur le fond, et c'est ce dépôt qui va donner le côté anti-adhérent à la poêle. Et c'est pour ça qu'une poêle comme ça, vous allez la faire pendant un certain nombre d'utilisations, une dizaine d'utilisations, et ensuite elle attachera plus du tout. Par contre, si vous la mettez au lave-vaisselle ou si vous la lavez avec du savon, tout le culottage il s'en va, il va falloir tout recommencer à zéro. Donc une bonne poêle en fer, c'est une poêle qui est utilisée assez régulièrement, qui n'est jamais nettoyée avec du savon, et voilà, petit à petit, on entretient ce culottage. Donc l'utilisation elle est simple. Cette poêle, vous la mettez sur le feu, vous faites chauffer, vous rajoutez un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, ce que vous voulez, une matière grasse. Vous mettez vos œufs ou vos légumes à frire, vos oignons, tout ce que vous voulez, vos légumes à frire, vos pommes de terre. On peut faire des pommes de terre sautées là-dedans, ça n'attache pas. Et voilà, et vous faites cuire. Une fois que c'est cuit, vous enlevez, donc vous retirez évidemment tous les aliments et vous allez frotter avec du papier absorbant pour enlever éventuellement. Alors, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir des petits bouts de, par exemple, si on fait un œuf sur le plat, des petits bouts d'œuf qui sont accrochés. Donc, avec une cuillère en bois, vous allez l'enlever. Alors, dans ce type de poêle, vous pouvez utiliser du métal. Vous pouvez utiliser une spatule en métal, ça pose aucun problème. Vous allez enlever les petits morceaux qui peut-être sont restés accrochés. Et ensuite, avec du papier absorbant, vous allez bien étaler le gras et vous allez ranger votre poêle. Si jamais vous faites quelque chose et que ça a accroché, par exemple au début, on va faire des pommes de terre sautées. Le culottage il n'est pas encore fait et ça va accrocher, ça va vachement accrocher. Et du coup, on ne va pas arriver à enlever. Donc ce que vous faites, c'est que vous, quand la poêle est encore un peu chaude, vous mettez de l'eau. L'eau, elle va ramollir les morceaux d'aliments et ensuite vous allez gratter avec une spatule. Vous allez enlever tout l'excès. Alors après, vous pouvez passer directement sous le robinet et frotter avec une brosse. Vous enlevez tous les aliments et ensuite vous allez mettre votre poêle sur le feu. Vous allez mettre de l'huile et vous allez rechauffer et faire un petit culottage. Voilà. Et la fois suivante, ça accrochera moins. Et la fois suivante, encore moins. Et puis à un moment donné, ça n'accrochera plus du tout. Donc le fer, l'inconvénient, c'est que ça rouille. C'est que c'est lourd. On va le mettre dans les inconvénients. Mais de toute façon, tous les ustensiles, ils sont lourds parce qu'il n'y en a aucun qui est fait en aluminium. L'avantage, c'est qu'on peut avoir quelque chose de vraiment anti-adhérent qui va permettre de faire tout ce qui est frit. On peut faire revenir du riz, on pouvait faire réchauffer du riz là-dedans, le faire griller, enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous feriez dans une poêle avec un revêtement anti-adhérent de type Téflon. Voilà, donc ça fait 1 an que je l'utilise. Je l'utilise pour mes œufs, j'ai utilisé pour faire des pommes de terre, pour faire revenir de la courge, pour faire réchauffer du riz, pour faire réchauffer peut-être des pâtes une fois, je mange très rarement des pâtes.
Donc en fer, je n'ai que ça. Alors ensuite, le deuxième matériau, c'est la fonte. Alors la fonte, je vais prendre quoi? Je vais prendre cette poêle parce qu'elle est un peu moins lourde que la sauteuse en fonte. Alors donc ça, c'est une poêle américaine. D'ailleurs, je crois qu'elle a été fabriquée aux États-Unis, celle-ci. C'est la marque Lodge. Ah oui, USA. Donc c'est une poêle à frire qui a été culottée. Donc ça, c'est que de la fonte. C'est pas émaillé, c'est que de la fonte. Alors quand vous achetez des poêles en fonte ou des sauteuses en fonte, suivant la qualité, vous allez voir qu'à l'intérieur, ça va être plus ou moins granuleux ici. C'est soit plus ou moins lisse, soit plus ou moins granuleux. Et c'est vrai qu'il y a des poêles où c'était vraiment, que j'avais testé, c'était vraiment hyper granuleux. Et du coup, ça me plaisait pas. C'était vraiment quelque chose qui était fait, enfin, une fabrication beaucoup trop mauvaise, on va dire. Donc voilà, celle-là j'aime bien. Franchement, je l'utilise très régulièrement pour faire cuire de la viande. Alors, dans la poêle en fer, évidemment, on peut faire cuire de la viande aussi. Hein. Pour faire cuire de la viande, et puis tout ce qu'on fait dans une poêle en fer. Voilà, ça c'est pareil, c'est une poêle en fonte qu'on a fait culotter. Donc, on fait brûler du gras. Moi, j'utilise par exemple de l'huile d'olive. Je fais brûler l'huile d'olive là-dedans, c'est-à-dire que je fais cuire. Je laisse cuire ce qu'on fait jamais en cuisine. Hein. Je laisse brûler mon huile, donc je chauffe, je chauffe, je chauffe. Il y a de la fumée et on fait ça pendant à peu près 5 minutes. Ensuite, une fois que c'est fini, on essuie et puis c'est bon et on l'utilisera. Et puis la fois suivante, si ça attache, eh ben, on pourra refaire un culottage après avoir quand même enlevé les déchets végétaux, enfin les déchets alimentaires plutôt. Et voilà, et généralement 2 culottages ça suffit. Et puis ensuite, chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez améliorer ce culottage parce que vous allez faire attention de faire des choses qui sont adaptées à ce type de récipient. Ce qui n'est pas adapté dans le fer et dans la fonte, c'est tout ce qui est acide, la tomate. Donc on va éviter de faire là-dedans, on ne fera pas là-dedans une ratatouille avec de la tomate. On ne fera pas là-dedans des tomates à la provençale, c'est-à-dire juste des tomates coupées en deux que vous faites cuire à l'étouffée. On ne fera pas là-dedans un coco vin par exemple, hein, c'est-à-dire avec du vin qui est acide, parce que ça va vous enlever le culottage. Quand vous mettez quelque chose d'acide et en plus de liquide, eh ben, ça va vous enlever le culottage, ça va complètement décaper. Et en plus, surtout avec la poêle en fer, c'est quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il a des poêles en fer, il ne sait pas trop comment l'utiliser, ça rouille parfois, et en plus il a remarqué que quand il faisait des tomates dans une poêle en fer, en fait la tomate prend le goût du fer. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout adapté. Tout ce qui est acide, on le réserve pour l'inox, on va le voir dans un troisième temps. Donc voilà, ça c'est comme une poêle en fer, sauf que c'est en fonte. Donc sauf que c'est plus épais, que la répartition de la chaleur, elle va se faire un petit peu mieux, ça va conserver la chaleur plus longtemps une fois que vous allez éteindre. Et donc, pourquoi utiliser ou du fer ou de la fonte? Eh ben, ça dépend. Moi, je fais au feeling. Celle-là, franchement, je l'aime beaucoup, celle-là. Alors, pour pas me brûler, soit vous utilisez une manique, soit vous allez utiliser ces petits trucs en caoutchouc. Voilà, un petit manchon. Et ça vous permet de prendre la poêle. Alors, c'est pas ajusté. Vous voyez, il y a un jeu, donc des fois, c'est pas top. Alors, on peut tenir comme ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu lourd quand on n'est pas habitué. Voilà, ça permet d'éviter de se brûler. Sinon, une manique, ça va très bien. Donc là-dedans, on a dit la viande, les œufs, les légumes. Tant que je ne mets pas de la tomate, je mets des légumes et je peux quand même après faire cuire à l'étouffée. Je les fais un peu frire, enfin, je les fais un peu griller au début, comme les oignons par exemple. Ensuite, je vais rajouter par exemple aubergines, courgettes. Et puis ensuite, je vais mettre un couvercle, je vais mettre à feu doux, puis je vais finir la cuisson de cette façon-là. Et puis même juste avant la fin de la cuisson, donc il y a toujours un couvercle, j'éteins mon feu. Et comme ça va garder quand même la chaleur pendant un certain temps, les légumes vont continuer à cuire. On peut faire ça aussi pour la viande, c'est une possibilité. Vous commencez par faire griller, ensuite vous mettez les couvercles et vous laissez finir le feu éteint avec un couvercle. Et donc ça va finir de cuire tout doucement. Alors, la fonte, donc, bon, la sauteuse, c'est comme une poêle, sauf que c'est plus haut, donc on peut mettre plus de légumes par exemple. Ensuite, la cocotte. Alors, si j'arrive à la prendre, la cocotte, voilà.
Cette cocotte. Ah oui, en fait, c'est parce que j'avais fait chauffer de l'eau dans le four solaire. Et du coup, les dépôts blancs, c'est les dépôts de calcaire. Je me demandais pourquoi c'était blanc. Alors ça, c'est... je crois que celle-là, elle est émaillée. Et je l'ai culottée. Alors si vous culottez votre cocotte et que vous ne voulez pas que ça attache, attention, là encore, vous ne pouvez pas mettre à mijoter un truc qui contient quelque chose d'acide, de la tomate. Donc à la limite, il faudra avoir 2 cocottes, une culottée pour pas que ça attache et une pas culottée pour pouvoir faire les choses qui sont acides. Mais d'une manière générale, on va éviter dans quelque chose de culotté de faire mijoter un liquide chaud parce que cette eau qui va bouillir, elle va faire décoller le gras et du coup ça va enlever le culottage. Donc de toute façon, quand quelque chose est culotté, on fait cuire à l'étouffée un petit peu, mais on ne peut pas faire une ratatouille là-dedans, ou l'équivalent d'une ratatouille sans tomate en faisant cuire longtemps parce que ça va enlever quand même le culottage. Donc pour ça, on va utiliser de l'inox aussi. Et puis, alors ça c'est un truc que j'ai découvert un peu par hasard, je voulais tester. C'est fait en France, c'est la marque Invicta. C'est une crêpière. Voilà, c'est une crêpière 32 cm qui est en fonte émaillée. Et ça marche super bien. Alors je l'ai culotté aussi. Toujours le même principe. Hein, on met sur le feu, on met de l'huile, on laisse brûler l'huile pendant quelques minutes. Et c'est génial pour faire les crêpes. Il y a une petite raclette qui va avec. Et vous faites des crêpes qui sont grandes, 32 cm, ça fait quand même des grandes crêpes. Il faut juste prendre l'habitude de passer la raclette. Donc, comme je ne le fais pas tous les jours quand je refais des crêpes, et ben forcément, les premières, c'est pas top. Des fois, j'en mets un petit peu à côté, ou alors des fois, elles sont un peu petites. Mais alors moi, je fais pas des crêpes au blé, ou hyper rarement, parce que c'est pas très digeste. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de ça, pourquoi est-ce que les crêpes sont indigestes. Tout simplement parce que la farine n'est pas assez cuite. Hein. Quand vous faites une crêpe, ça cuit en quoi 1 ou 2 minutes. Donc forcément, le blé n'a pas le temps de cuire. Je rappelle que pour faire des pâtes, il faut une dizaine de minutes. Donc du coup, je fais des galettes au sarrasin. Alors on a vu le fer, on a vu la fonte, maintenant on va voir l'inox, donc c'est ce que j'ai le plus. Alors en inox, on a par exemple des poêles. Donc là, comme je vous l'ai présenté, c'est une poêle Baumstahl. C'est de l'inox, c'est un truc que j'ai acheté il y a 20 ans. Donc c'est vraiment éternel. Et dans la mesure où vous ne mettez pas, je crois que c'est... qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? De l'eau de javel, je crois. Mais sinon, voilà, voilà, elle est vraiment comme neuve. Donc ça, vous allez faire... Alors l'inox, ça attache. J'ai vu quelqu'un qui, pour pas que ça attache, faisait revenir le verre des oignons nouveaux avec un peu d'huile. Et du coup, ça lui faisait une pellicule qui après rendait la poêle en inox anti-adhérente. En dehors de ça, ça attache. Vous faites un œuf sur le plat, c'est la cata. La seule chose qu'on peut faire là-dedans, c'est des crêpes. On peut faire des crêpes dans des poêles en inox. Baumstahl, il a fait des vidéos, il fait des présentations pour montrer comment faire. Il faut juste faire chauffer la poêle avec la petite goutte d'eau. Donc le principe, il est assez simple. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait cuire la viande. Vous allez faire chauffer votre poêle. Vous allez jeter un petit peu d'eau comme ça. Vous prenez de l'eau avec le bout des doigts, vous jetez 3 gouttes. Si l'eau elle fait pshhh et qu'elle s'évapore tout de suite, ça veut dire que la poêle n'est pas assez chaude. Si les petites gouttelettes que vous jetez courent sur la poêle, ça veut dire qu'elle est parfaite. Et dans ce type de poêle, vous allez faire les viandes, vous allez faire le poisson. Alors je fais le poisson là-dedans parce que sinon ça va donner du goût. Hein. Quand on fait un culottage, on nettoie pas à grande eau. Donc si je fais du poisson dans ma poêle en fonte, le poisson il va imprégner et du coup je fais jamais de poisson dans mes ustensiles en fonte ou en fer pour cette raison. J'utilise uniquement l'inox. Donc je fais griller mes sardines dans une poêle en inox ou alors je fais cuire à l'étouffée dans une poêle en inox. Donc là il n'y a aucun problème à l'étouffer puisque ça ne peut pas attacher, il y a de l'eau. Donc voilà, donc quand on veut faire griller dans une poêle en inox, on utilise le test de la goutte d'eau. Et donc quand la petite goutte, vous avez une goutte qui court comme si c'était une bille en fait, comme si c'était des petites billes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors là, je fais cuire beaucoup de choses. Tout ce qui est à l'étouffée, je le fais souvent à l'inox. Parce que je sais que si je rajoute une tomate, ça ne va pas poser problème. Donc j'ai des poêles. Et j'ai aussi une petite sauteuse, une grande sauteuse. Alors, elle est où ma petite? Elle est là.
Alors là j'ai une petite sauteuse de la marque Warmkopf. Donc ça s'appelle, ces ustensiles c'est Ecovitam. Donc ça c'est du matériel que je teste depuis 1 an. Donc il y a une sauteuse, et puis j'ai un grand faitout, et puis j'ai un plus petit faitout. Voilà. Alors, donc j'ai testé. Alors ces ustensiles en fait, donc ça c'est une sauteuse en inox. Donc vous pouvez faire absolument tout ce qu'on fait dans une sauteuse. La particularité, c'est que vous avez un fond qui est hyper épais. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est plus épais que mon doigt. Alors moi je le vois parce qu'on le voit au poids de tous ces ustensiles. Vous avez aussi une épaisseur de cette partie-là, de tout le corps. Ça c'est plus épais que par exemple mes poêles Baumstahl en inox. Et c'est pareil pour le faitout. Et vous avez donc un couvercle en inox avec sur le dessus un petit thermomètre. Donc, comme j'ai dit dans la présentation, vous avez trois zones, zone bleue, zone verte, zone rouge. Donc vous allez faire monter votre plat en température si vous voulez cuire avec cette méthode-là de cuisson douce. Vous allez faire monter la température. Les petites aiguilles, elle est au départ dans la zone bleue, donc ça veut dire que c'est pas assez chaud. Ensuite, elle va aller dans la zone verte. Quand elle est dans la zone verte, vous éteignez le feu et avec ce fond épais et les bords qui sont épais, la chaleur elle va être gardée sans problème pendant au moins une demi-heure. Enfin, la chaleur chaude qui continue à faire cuire au moins pendant une demi-heure. Après le plat, moi j'ai déjà testé, il reste chaud pendant 2 heures sans problème. Et voilà, et du coup vous allez faire une cuisson douce. Donc vous allez faire monter la température. La température ambiante du fond et de la paroi va monter. La température à l'intérieur des aliments va monter, alors en superficie elle va augmenter, mais à l'intérieur des aliments, la température va rester basse. Et du coup, après, quand on éteint le feu, vous allez avoir la chaleur qui va être diffusée tout doucement. Donc ça permet de faire une cuisson douce, une cuisson vraiment douce, et de garder le goût des aliments. Et moi, j'avais testé ce système avec les ustensiles Baumstahl, donc qui sont aussi en inox. Mais par contre, le fond, je sais pas si on voit, mais le fond, il est beaucoup moins épais. Là, si je mesure, ça doit faire dans les 5-6 mm, alors que là, ça doit être marqué sur la description, mais ça doit être 1,5 cm. Donc ça n'a rien à voir. Donc dans le Baumstahl, l'inconvénient, c'est que le fond n'est pas suffisamment épais. Et du coup, quand vous mettez sur le feu, même à feu minimum, ça a tendance à brûler. Donc on met systématiquement des oignons au fond parce que ça rend un peu d'eau et ça évite que ça brûle. Mais souvent ça brûle et on est obligé de mettre un diffuseur de chaleur dessous. Sinon, on fait le même type de cuisson avec un Baumstahl qu'avec les ustensiles de Warmkopf. La différence, c'est que Baumstahl, c'est hors de prix. Moi, j'ai acheté ça il y a 20 ans, donc déjà, je trouve que c'était cher. Mais franchement, aujourd'hui, quand je vois que ça vaut 200 €, ou même plus de 200 €, je ne sais plus si c'est pas 260 € ou presque 300 €. Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment le petit modèle, c'est hors de prix. Donc, voilà, on va pouvoir faire ça dans un petit faitout. Vous mettez vos légumes, vous remplissez aux 3/4 et vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'eau. Ensuite, vous mettez sur le feu, à feu doux. La température va augmenter progressivement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand vous êtes dans la zone verte, vous éteignez. Voilà, ça c'est vraiment un truc de feignasse, c'est que vous coupez vos légumes, vous mettez dedans et vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à touiller. Il ne faut surtout pas ouvrir le couvercle, sinon vous allez faire sortir la vapeur d'eau et du coup la température va baisser et vous allez casser le processus de cuisson. Donc vous laissez, vous faites confiance et ça fonctionne bien. La première fois que je l'ai utilisé, j'étais un peu optimiste et j'ai pas fait cuire assez longtemps, donc c'était partiellement cru. Mais voilà, il faut faire des tests comme tous les ustensiles de toute façon que je vous présente. Il faut tester parce que c'est des modes de cuisson qui doivent être adaptés à chaque ustensile. Et du coup, il va falloir que vous appreniez à cuisiner avec tel ou tel ustensile. On ne va pas cuisiner de la même façon dans de la fonte et dans de l'inox. Et là encore, c'est un mode de cuisson particulier. C'est une cuisson à l'étouffée avec une température qui est relativement basse. Alors, au sujet des ustensiles Warmkopf, c'est Warmkopf qui me les a donnés pour que je les teste et pour que je dise ce que je pense. Donc, ils m'ont donné autre chose que j'ai testé et que j'ai pas tellement apprécié, donc je vais pas en parler. Mais en tout cas, ces ustensiles, ils sont vraiment très bien. L'avantage pour vous, c'est que
Warmkopf m'a donné un code promo qui vous permet d'avoir une remise sur tous ces ustensiles. Donc le code promo il est dans la description de la vidéo. Et voilà, grâce à ça, vous aurez une remise si vous commandez sur leur site. Et puis moi, ça me permet d'avoir une petite commission sur chaque ustensile qui est vendu avec ce code promo. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Entre parenthèses, chaque fois qu'il y a un code promo, vous avez une remise, mais la personne qui vous conseille l'ustensile de cuisine a une commission plus ou moins importante suivant les partenariats qui sont faits. Alors donc ces ustensiles de cuisson, je les recommande parce que c'est vraiment de la bonne qualité, c'est de la très bonne qualité. Le prix, il est franchement tout à fait correct, sachant que c'est des ustensiles que vous allez garder à vie. Et si je compare avec Baumstahl, franchement, rien à dire à ce niveau-là. Après, c'est vraiment un mode de cuisson qui est vraiment bien pour les gens qui n'aiment pas cuisiner, parce que vous mettez vos légumes, vous coupez vos légumes, vous mettez vos légumes dedans, vous suivez les instructions, c'est-à-dire monter en température, ensuite, quand on est dans la zone verte, on éteint et on laisse finir de cuire. C'est vraiment bien pour les gens qui ne savent pas cuisiner. Vous avez des légumes qui ont une cuisson vraiment douce et qui vont avoir un goût très différent, une saveur très différente de ce que vous avez l'habitude de manger avec une cuisson à l'étouffée. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour les ustensiles Warmcook. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai parlé des poêles, la sauteuse. Alors encore un truc en inox qui est mon cuiseur à riz. Alors mon cuiseur à riz de la marque Baumstahl, donc que j'ai acheté aussi il y a 20 ans, j'avais acheté tout le lot. Donc ça aussi c'est éternel, il y a le plastique en bakélite qui a un peu vieilli forcément. Maintenant ils font ça tout en métal. Alors j'ai trouvé sur internet, sur Amazon pour pas le nommer, un cuiseur à riz qui ressemble beaucoup au cuiseur Baumstahl actuel, donc avec toutes les parties métalliques et qui doit coûter je sais pas 50 €. Alors que là, vous regarderez, mais bon, je sais pas combien il est, mais c'est peut-être 150 €, j'en sais rien. Donc c'est vraiment très bien. C'est juste que, Baumstahl, je trouve que c'est super cher. Mais bon, c'est bien, c'est durable. Le cuiseur à riz, moi, j'utilise que ça. Hein. Comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, c'est super facile de faire du riz là-dedans. Vous ne pouvez pas le rater, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque le vitaliseur de Marion. Alors, ce vitaliseur, j'ai contacté la société il y a un peu plus d'1 an. J'avais à l'époque 1000 abonnés et je leur ai dit que je voulais faire une vidéo dessus parce qu'il y avait pas mal d'abonnés qui m'avaient demandé mon avis sur le vitaliseur de Marion que je n'avais pas utilisé, que je connaissais juste de nom mais que je n'avais jamais utilisé. Donc je les ai contactés et ils m'ont dit en gros vous n'avez pas assez d'abonnés pour qu'on vous l'offre. Donc ils m'ont fait une petite remise de 20 €. Donc c'est un truc qui vaut quand même dans les 200 €. Et du coup je l'ai acheté. Donc, et puis de toute façon pour tous les ustensiles. Alors juste une petite parenthèse. Quand Warmcook m'a proposé de me donner à tester des ustensiles, je leur ai dit que je voulais pouvoir être indépendant dans l'avis que j'allais donner, que même si j'étais pas d'accord, il fallait quand même qu'ils acceptent. Donc ils m'ont dit oui. Marion, c'est ce que j'ai dit au départ. Donc chaque fois qu'on veut m'offrir quelque chose ou me faire un cadeau, me faire une offre, bon là 20 €, c'était pas extraordinaire. Mais chaque fois, je préviens quand même les sociétés que je veux pouvoir avoir mon avis. Et je vais vous donner mon avis sur le vitaliseur de Marion. Alors ce vitaliseur, donc ça c'est le vitaliseur classique, le grand modèle, après ils en font un plus petit. On m'a conseillé celui-là pour 2 personnes. Alors je vais commencer par les inconvénients et on finira par les avantages. Bon, j'ai un petit problème avec la société Marion Kaplan qui vend ça. Ce qui me gêne, c'est qu'ils font croire que quelque chose est unique, alors qu'on le trouve sur tous les cuiseurs vapeur. Et ça me gêne en fait, cette façon de communiquer pour vendre un produit. Et ça fait plus de 20 ans qu'ils font ça. Alors ce vitaliseur, Marion Kaplan a dit qu'il y a un couvercle en dôme qui permet d'éviter que l'eau, donc la vapeur va aller se condenser sur le couvercle et puis ensuite ça va se transformer en eau et donc ça va en théorie, sans le dôme, ça tomberait sur les aliments et ça délaverait les légumes. C'est ce que Marion, que j'ai eu au téléphone, m'a encore dit.
Et alors je me suis dit, comme je suis un peu bête, hein, je me suis dit, bon, on va tester. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau, j'ai mis une assiette creuse à l'intérieur et j'ai fait cuire pendant 1 heure. J'ai laissé en plein hiver sur mon poêle à bois, j'ai laissé cuire, je ne sais même pas si j'ai pas laissé 2 heures, enfin j'ai laissé une après-midi en fait. Et je me suis dit, bon, ok, donc il n'y a pas d'eau qui tombe, donc logiquement, mon assiette creuse qui est à l'intérieur, il y avait de la place sur les bords pour que la vapeur puisse quand même monter, et bien la vapeur va se coller sur le dôme, et donc du coup dans l'assiette creuse, il n'y aura aucune goutte d'eau. Ça a été le cas, il n'y a eu aucune goutte d'eau. Et j'ai fait la même chose avec mon petit cuiseur vapeur qui m'a été offert, je ne sais plus pourquoi, mais qui coûte rien du tout. C'est des matériaux hyper légers, enfin la qualité, il faut que je fasse gaffe au micro, la qualité c'est vraiment pas top, et avec un couvercle qui est quasiment plat. Pareil, j'ai mis une assiette creuse, et je me suis dit, eh ben logiquement, mon assiette creuse, il va y avoir plein d'eau à l'intérieur, parce que, comme le dit Marion, l'eau elle va se condenser en haut, et puis elle va retomber verticalement sur les aliments, donc dans l'assiette creuse. Mon assiette creuse, elle était vide, il n'y avait pas d'eau. J'ai testé aussi dans mon cuiseur vapeur Baumstahl, alors pas celui-là, j'ai un grand modèle qui est aussi grand que l'autre, donc qui est beaucoup plus grand, donc j'ai pu mettre la même assiette creuse, et pareil, voilà. Donc là le couvercle, la partie haute, quand on regarde, très sincèrement, c'est peut-être légèrement pas plat, mais on a vraiment l'impression que c'est plat. En tous les cas, même test, pareil, pas une goutte d'eau dans l'assiette creuse. Donc, voilà, donc cet argument de dire que ce couvercle en dôme empêche de délaver les légumes, eh ben, c'est du grand n'importe quoi, parce que même sur des cuiseurs vapeur de base à 20 €, même si le couvercle n'est pas en dôme, on n'a pas d'eau qui va délaver les aliments. Donc cet argument, déjà, on peut le mettre à la poubelle, on peut prendre un cuiseur vapeur à 20 €, il fera le job comme celui-ci. Après, autre chose, alors Marion, la société de Marion Caplan, ils ont fait des analyses. Donc ils ont pris un légume, je ne me rappelle plus lequel, c'est dans la doc, ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont fait cuire un certain temps dans le cuiseur vapeur, et ensuite ils l'ont fait analyser par un laboratoire indépendant. Et ce laboratoire a montré qu'il y avait quasiment toute la vitamine C qui avait été préservée. Et donc une partie de la communication est faite sur cet argument que ça préserve la vitamine C. Alors, c'est quand même pas mal d'avoir une formation scientifique parce que on a tendance à se poser toujours plein de questions. Et moi, je me dis, mais attends, cette expérience, elle a été faite avec un légume qui a été coupé d'un certain calibre. Les morceaux, ils avaient une certaine taille. Et ensuite, ce légume, il a été cuit un certain temps dans le vitaliseur. Mais si vous prenez le même légume, que vous le coupez avec des morceaux plus gros ou plus petits, ce ne sera pas pareil. Si vous le cuisez un petit peu plus longtemps, ce ne sera pas pareil. Si vous mettez une quantité plus importante, ce ne sera pas pareil. Il faudra le faire cuire plus longtemps, par exemple. Mais du coup, c'est complètement impossible de reproduire ce type d'expérience. Et donc, cette croyance qu'on va préserver systématiquement la vitamine C avec un cuiseur vapeur, parce que ce soit celui-là ou un autre, c'est exactement pareil pour moi, et ben, cette croyance, elle est fausse, parce que c'est impossible. Vous n'allez pas couper vos légumes toujours avec exactement le même calibre. Vous n'allez pas toujours mettre exactement la même quantité pour avoir exactement le même temps de cuisson. Un jour, vous en mettrez un peu plus, donc du coup, vous devrez faire cuire un petit peu plus longtemps. Et puis, un petit peu plus longtemps, ce sera quelques minutes de plus, ce sera 3 minutes de plus, 5 minutes de plus. Et forcément, il va y avoir une partie plus importante de vitamine C qui va être détruite. Donc pour moi, mettre ça en avant, c'est pas très honnête. Parce que je pense que Marion Caplan, elle en a conscience que la vitamine C, forcément, les gens, ils vont cuire le temps qu'il faut pour que ce soit cuit. Et puis souvent, on a tendance à cuire un petit peu plus. Forcément, il va y avoir une partie de la vitamine C qui va être détruite, voire une bonne partie. Mais bon, la vitamine C, on ne s'attend pas à l'avoir dans quelque chose de cuit. C'est plutôt dans les crudités qu'on va avoir notre vitamine C. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Ah oui. Alors, d'après Marion Caplan, le vitaliseur, il permet d'enlever une bonne partie des polluants qu'il y a dans les légumes. Bon, alors moi je mange des légumes bio, parfois, rarement, des légumes pas bio, mais bon,
c'est pareil, le scientifique il réfléchit. Les polluants, donc vous imaginez, les cellules, c'est des petits, comment dire, vous imaginez un grand saladier rempli de cerises, et chaque cerise, c'est une cellule. Les polluants, ils sont dans les cerises, ils sont à l'intérieur des cellules. Donc, le seul moyen de pouvoir faire sortir les polluants, c'est de faire éclater les cellules et de faire sortir le jus. Sauf qu'en faisant ça, on va faire sortir les polluants et on va faire sortir les bons nutriments. Parce que je ne pense pas qu'une cuisson à la vapeur est capable de faire sortir que les polluants et de ne pas faire sortir les bons nutriments. Parce que de toute façon, pour que les polluants y sortent, il faut que la cellule végétale, elle éclate, que le liquide intracellulaire y sorte. Et donc il va se retrouver en bas dans la marmite. Et c'est ça qu'on va jeter, c'est l'eau qui a servi à cuire à la vapeur qu'on jette. En fait, Marion elle conseille de jeter cette eau. Cette eau qui va contenir alors une partie des polluants, mais quand vous avez un morceau de légume, c'est uniquement les cellules végétales qu'il y a autour du morceau qui vont éclater. Et c'est uniquement donc les polluants, mais aussi les nutriments qu'il y a dans ces cellules qu'on va retrouver dans l'eau de cuisson. Mais tous les polluants qu'il y a à l'intérieur de votre petit morceau de légumes, et donc des cellules qui n'ont pas éclaté, eh ben, vous allez les manger. Donc en gros, il peut y avoir une infime quantité de polluants, mais de nutriments aussi qu'on va perdre, qui vont se retrouver dans l'eau, et vous allez avoir la grande majorité des nutriments, heureusement, et des polluants qu'on va ingérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est impossible de dépolluer, entre guillemets, un légume et de garder les nutriments. C'est les deux qui vont partir à chaque fois, puisque c'est la cellule végétale qui éclate sous l'effet de la chaleur. Voilà, donc ça c'est un argument aussi qui est mis en avant et qui n'est pas honnête. Moi ça me gêne. Pourquoi avoir besoin de pipoter les gens pour vendre cet ustensile? Voilà, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas et très sincèrement ça me gêne. Alors après, quand on parle de vapeur douce, tous les cuiseurs vapeur qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle la vapeur douce. La vapeur douce, c'est opposé à la cocotte minute. Donc la cuisson à la vapeur, aujourd'hui quand on parle de cuisson à la vapeur, c'est toujours dans ce type d'ustensile. Sinon on parle d'autocuiseur ou de cocotte minute. Donc c'est pareil, c'est un argument. C'est comme si on parlait, je sais pas moi, d'eau H2O. L'eau c'est forcément H2O. Là c'est pareil, la cuisson à la vapeur, elle est forcément douce, entre guillemets, ça ne peut pas être sous pression, on est d'accord. Donc voilà. Alors pour moi après il y a un autre inconvénient, c'est la taille. La marmite elle est hyper haute et à laver c'est vraiment galère dans l'évier. Et puis si on veut mettre ça dans un lave-vaisselle, si vous mettez tout ça, ça va prendre un étage de lave-vaisselle juste pour laver 3 ustensiles qui sont pas très sales en fait, donc c'est vraiment écologiquement c'est vraiment pas top. Donc ça c'est vraiment un truc qui moi fait que je l'utilise pas souvent, parce que si je veux faire juste quelques légumes cuits à la vapeur, je préfère prendre mon petit Baumstahl. Je vais faire là-dedans, je peux faire à la vapeur, je fais des patates pour 2. Ça cuit très bien, ça cuit aussi bien que dans le vitaliseur de Marion. Et du coup, à laver, c'est quand même beaucoup plus simple de laver 3 petits trucs comme ça que cette espèce de monstre. Donc voilà, ça c'est vraiment un inconvénient pour moi, c'est le lavage. Et après, quand vous faites sécher, ça vous prend tout votre séchoir à vaisselle. Donc ou alors il faut l'essuyer immédiatement. Moi, je ne suis pas immédiatement, je laisse sécher tranquillement. Voilà, donc ça c'est le 4e défaut. Sinon, c'est du beau matériel, c'est quelque chose de durable. La marmite va vous permettre de faire des soupes. Vous enlevez le panier vapeur, vous mettez le couvercle, vous pouvez faire une soupe. Mais bon, ça fait quand même cher la marmite à soupe, très sincèrement, juste pour faire une soupe. Alors ensuite, dans les avantages, vous avez... alors ce qui est mis en avant, c'est que les trous, la taille des trous, le nombre de trous, tout a été calculé par quelqu'un pour que ça vitalise les aliments. Alors ça, c'est un argument qu'on ne peut pas mesurer comme ça. On pourrait le mesurer avec des cristallisations sensibles, avec certains trucs, ou peut-être des magnétiseurs ou des radiesthésistes pourraient vérifier ça. Donc ce côté vitalisation, c'est pour ça que ça s'appelle le vitaliseur. Ok, pour moi c'est le seul argument vraiment valable de ce produit-là. Après il faudrait vérifier en fait, il faudrait vérifier. Alors juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la cristallisation sensible,
en fait, vous prenez, par exemple, un aliment qui a cuit là-dedans. Vous prenez un aliment qui a cuit dans le vitaliseur. Vous en prenez un qui a cuit dans le Baumstahl, par exemple. Et vous allez les réduire en purée. Vous allez les mélanger avec de l'eau. Vous allez filtrer. Et cette eau, eh ben, vous allez la mélanger avec un sel qui est du sulfate de cuivre. Oui, c'est du sulfate de cuivre 1, je crois. Et vous allez mettre dans une petite coupelle en verre et vous allez laisser l'eau s'évaporer. Et quand l'eau se sera évaporée, ce sel qui a une couleur verte, eh bien, il va prendre des formes. Soit ça va être une forme harmonieuse, soit ça va être une forme complètement désorganisée. Alors ça fait très longtemps que ça existe. Moi déjà, dans mes études de naturopathie, je m'étais intéressé à ça, donc il y a plus de 20 ans. J'ai testé de faire des cristallisations sensibles, c'est vraiment intéressant. Et donc, on s'est rendu compte que les produits de qualité, les aliments biologiques, avaient une forme harmonieuse, comme un flocon de neige, ou avec des espèces de spirales, enfin ça avait quelque chose d'harmonieux. Et quelque chose qui a été cuit au four à micro-ondes, qui vient de l'industrie agroalimentaire, et ben ça fait quelque chose de complètement désorganisé. Comme si vous mélangiez le sel après, ça fait quelque chose de désorganisé. Et voilà, donc la cristallisation sensible permet de pouvoir évaluer la qualité d'un produit qu'on ne pourrait pas évaluer par des instruments de mesure classiques. Donc voilà, ce vitaliseur de Marion, il s'appelle un vitaliseur et c'est censé donner plus de vitalité à vos aliments quand vous les mettez dedans qu'avant. Voilà. Donc il faudrait tester pour voir, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je le ferai, il faudrait tester pour voir si cet argument il tient la route. C'est-à-dire que vous prenez l'aliment, on peut faire plein de façons, mais on peut tester dans différents cuiseurs vapeur, on peut essayer avec l'aliment cru, il y a plein de façons de faire pour pouvoir évaluer la qualité de ce mode de cuisson par rapport à d'autres modes de cuisson équivalents ou différents. On pourrait faire, moi j'ai pas de four à micro-ondes, mais on pourrait faire avec un four à micro-ondes, comparer le même aliment, prenez un morceau du même aliment que vous faites cuire avec différents ustensiles pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la cristallisation sensible. Voilà pour ce vitaliseur, donc j'ai pris un petit peu de temps pour parler de lui parce que c'est vrai que donc on m'a demandé de ne pas faire de vidéo dessus. Ça c'est un petit truc qui m'agace, c'est que sur YouTube, vous avez les marques qui vont contacter les youtubeurs, qui vont leur offrir des trucs, et dès que c'est négatif, les youtubeurs ils ne doivent plus rien dire. Alors il y en a plein, ils vont rien dire, la plupart. Franchement, moi j'ai jamais vu de vidéo négative sur le vitaliseur de Marion, parce que les youtubeurs ils sont muselés par la commission qui est ensuite qui n'auront pas avec les ventes de ce produit-là. Donc on trouve que des vidéos où tout est beau, tout est gentil, tout est positif. Personne ne donne aucun négatif sur rien et c'est vrai que ça m'agace. Donc voilà, donc moi, c'est clair que le partenariat avec Marion, la société de Marion Caplan, je risque pas de l'avoir. Mais en attendant, je donne mon avis sur un ustensile qui coûte cher et moi je trouve pas ça normal qu'on mente aux gens pour vendre ce produit-là qui, pour moi, a des défauts par rapport à d'autres cuiseurs vapeur qui feront exactement le même job. Parce qu'après, je me suis amusé à tester. J'ai testé une cuisson, les mêmes légumes que j'ai coupés. Donc j'ai coupé des légumes. J'ai pris une poignée que j'ai mis dans le vitaliseur Marion, avec différents légumes, carottes, pommes de terre, courges, je sais plus, poireaux, et une autre poignée que j'ai mis dans le Baumstahl. Et j'ai essayé ensuite, en fermant les yeux, de voir si je trouvais une différence. Très sincèrement, je n'ai vu aucune différence. Voilà, donc ce sera probablement la première vidéo et peut-être la seule qui donnera un avis neutre, on va dire, sur ce vitaliseur, que tout le monde encense, tout le monde dit que c'est génial. Il y en a qui partent en vacances avec. Moi, je partirai jamais en vacances avec un truc aussi volumineux. Franchement, après, il ne faut pas abuser quand même. Moi, si je pars quelque part, je pars avec un bon couteau, une planche à découper et c'est tout. Parce que c'est vrai que souvent, on n'a rien pour couper. Et moi, vous me donnez un couteau, une planche, je peux cuisiner n'importe quoi. Donc si je résume, pour le vitaliseur de Marion, c'est un bon ustensile, c'est vraiment de la qualité. Le seul truc, c'est que ça vaut super cher et que juste pour cuire à la vapeur, vous prenez n'importe quel cuiseur vapeur, quel que soit le prix, ça fera exactement le même job.
c'est comme ça. Je me suis amusé pour l'histoire de la goutte. J'ai un couvercle qui, pour le coup, il est vraiment plat, où il y a une courbe qui est tellement légère qu'on ne voit pas à l'œil. Un couvercle transparent vert. J'ai fait bouillir de l'eau dessus. Et en fait, on voit bien que les gouttes, elles se forment n'importe où sur le haut du couvercle. Et puis les gouttes qui sont au centre, elles vont quand même sur le bord. En fait, les gouttes ne tombent pas même si le couvercle, à l'œil, il est plat. Donc voilà, cet argument. J'ai vu un autre cuiseur vapeur, c'est pareil, qui coûte un bras et demi, enfin à peu près le même prix que celui-ci. Il a un dôme comme ça. C'est pareil, bon, ils mettent en avant tout. Enfin, je pense qu'ils ont voulu cloner le vitaliseur de Marion. Ils ont fait une autre forme, pareil, en disant que leur forme, ça évite que l'eau elle vienne délaver les légumes. Personne ne vérifie, personne ne teste, donc tout le monde gobe en fait tous ces arguments qui sont faux. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à vendre des ustensiles de cuisine hyper chers. Donc à titre personnel, après vous faites comme vous voulez. Si on ne tient pas compte de la partie vitalisation du vitaliseur, qui est quand même le seul truc qui a un intérêt à mon avis, si vous avez 200 € à dépenser, dépensez-les en achetant plusieurs ustensiles plutôt qu'en achetant un seul cuiseur vapeur. Parce que pour moi, encore une fois, si je raisonne juste en termes de cuisson, sans tenir compte du côté vitaliseur, vous aurez la même chose. Donc après, au sujet des marques, bon, je vous ai parlé de Warm Cook, je vous ai parlé de Baumstahl, mais vous aurez en inox d'autres produits qui seront moins chers parce que c'est vraiment cher. Ça, c'est une sauteuse que j'ai achetée sur internet, je ne sais plus combien, c'était une cinquantaine d'euros. C'est quoi là? La marque L'Accord. Je pense que c'est une petite marque de rien du tout, mais avec un fond épais, qui est quand même lourde, donc on voit quand même qu'il y a du métal, et qui fait vraiment bien le job. Il n'y a pas besoin de dépenser 200 € dans une sauteuse pour... je crois qu'il y avait le couvercle avec. Je ne sais plus s'il y avait le couvercle en fait. Mais après, bon, vous pouvez acheter un couvercle à part. Voilà, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Franchement, l'inox, si c'est en inox, peu importe, ce sera durable. Les seules choses qui peuvent poser problème, les seuls niveaux de faiblesse, c'est les poignées. Donc si c'est mal soudé, eh ben, au bout d'un certain temps, ça peut tomber. C'est le seul truc qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Voilà. Moi, je ne suis pas pour conseiller systématiquement des ustensiles hyper chers. Chacun fait en fonction de ses moyens. Moi, j'ai des petits moyens. Je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent, qui me suivent, qui ont des petits moyens. Donc, essayez de trouver les ustensiles. La marque Lodge, donc la poêle en fonte, je crois que ça vaut pas très cher, ça. Parce que la fonte, ça vaut vraiment pas cher. J'en ai acheté entre 30 et 50 €. Ça vaut vraiment pas cher parce que c'est pas à la mode. Et puis, le procédé de fabrication, il est simple. C'est juste un truc en fonte. Il n'y a pas plusieurs couches à mettre. C'est assez simple à fabriquer, donc ça vaut pas cher. Donc pour ceux qui ont peu de moyens, la fonte, ça vaut pas cher. Le fer, ça vaut pas cher non plus. Ça, c'est la marque Le Bayer. Donc c'est des poêles qui sont pas chères non plus. Ça vaut entre, je me rappelle plus la petite, peut-être 30 €, je sais plus. La grande, je me souviens plus, mais bon, c'est pas des trucs qui valent 200 € et c'est des trucs qui sont éternels. C'est ça qu'il faut voir. Donc ça reste dans des prix tout à fait corrects et surtout, vous l'aurez tout le temps. Donc je rappelle, l'inconvénient du fer, c'est que ça rouille, donc ne le mettez pas dans un endroit humide, mettez-le dans un endroit assez sec, utilisez-le assez régulièrement, idéalement une fois par semaine. Si vous ne l'utilisez pas trop longtemps, eh ben vous prenez votre poêle, vous la mettez sur le feu, vous faites un petit culottage mini, vous la mettez sur le feu, vous montez en température, vous mettez l'huile, dès que vous avez un petit peu de fumée, hop, vous éteignez et vous frottez avec du papier absorbant. Et du coup, ça va empêcher que ça rouille, ça va enlever toute l'humidité. Mais il faut vraiment les conserver dans un endroit qui ne soit pas humide. Voilà, c'est le seul inconvénient. Sinon, on peut frire, comme je vous ai dit, tout ce qu'on veut. Pommes de terre, des œufs, tout ce qui attache, ça marche bien. Voilà, donc au niveau des marques, comme je disais, prenez ce que vous voulez. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est Citram. Alors, il y a Le Creuset qui font des belles cocottes. C'est une marque française. Mais c'est pareil, ça coûte hyper cher. Après, de la fonte ou de la fonte, c'est de la fonte. Très sincèrement, vous ne verrez pas de différence entre un truc Le Creuset et puis Citram qui est beaucoup moins cher. Mais bon,
si on vous fait des cadeaux, à la limite, vous pouvez demander à ce qu'on vous fasse un cadeau d'une marque particulière qui fait un ustensile que vous avez envie d'avoir. Ça peut être l'occasion de se faire plaisir avec un bel ustensile qui est fabriqué par une société française. Alors le Bayer aussi, ils sont français. Warmcook, c'est des ustensiles qui viennent d'Italie. Baumstahl, je ne sais pas si ça vient de France ou d'Allemagne. Mais bon, vu le prix, c'est vrai que j'aurais du mal à conseiller ça. L'ustensile de Marion Kaplan, je viens de regarder, sur le front, il y a marqué Made in Europe. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, c'est pas fabriqué. S'il y a une fabrication en France, elle est partielle. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire. Alors, donc les marques, moi j'ai juste testé quelques ustensiles. Je ne pouvais pas me permettre de dépenser dans les plus grandes marques, les trucs les plus chers. Parce que, par exemple, en fonte, il y a je ne me rappelle plus, une marque suédoise, je crois, ou enfin une marque nordique. Je vous affiche le nom parce que j'arrive pas à le dire. Qui est vendu sur le site où j'ai acheté les poêles de Bayer. Donc je vous mettrai ce site parce que du coup ils vendent vraiment des ustensiles de qualité. Je vais vous le mettre en lien. Et donc ils vendent une marque de trucs en fonte qui sont, je pense, de qualité mais super. Bon, après le prix va avec, quoi. Donc moi j'ai pris des trucs moins chers et ça fait parfaitement le job. Voilà, donc de toute façon tous les liens de tout ce que je peux mettre, ce sera dans la description. Le lien vers Warmcook avec le code promo, si vous êtes intéressé par ces ustensiles, vous allez le trouver dans la description. Donc le lien de la société qui vend les poêles de Bayer et les trucs en fond dont je viens de parler, ce sera aussi dans la description. Peut-être le lien vers la crêpière. Je crois que celle-là, je l'ai trouvée, je ne sais plus où j'ai trouvé, je regarderai. Peut-être le lien vers la crêpière si ça intéresse certains. Bon, Baumstahl, on le trouve partout. Vitaliseur de Marion, vous tapez, vous trouverez. Je ne vais pas mettre le lien parce que bon, je n'ai pas dit beaucoup de bien de leur truc, même si c'est un ustensile qui est de qualité, mais voilà, il a quand même un certain nombre de défauts. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir les ustensiles de cuisson durables qui existent, en tout cas une partie de ceux qui existent et que j'ai pu tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez comme toujours le plan de la vidéo, vous avez la liste de mes anciennes vidéos, vous avez tous les liens qui vous permettront d'accéder au site des ustensiles dont j'ai parlé. Et si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.